les établissements vont proposer des journées portes ouvertes ainsi que des salons d'orientation. Il est important de consacrer du temps à ces événements, pas simplement lors de la terminale, mais éventuellement dès la classe de seconde ou de première, pour avoir peut-être un peu plus de temps aussi de rencontres avec les professionnels et les étudiants, par exemple, dans ces événements. Pour le domaine scientifique, il existe aussi des manifestations de diffusion de culture scientifique. On pense par exemple à des semaines ou à des journées organisées autour de la santé et de la science, dans lesquelles les professionnels de la recherche et les étudiants qui y consacrent leur formation sont présents. Donc c'est un moyen important aussi de renforcer sa connaissance sur les métiers. Et je terminerai par ce qui est aussi évident, hein, les sites internet d'orientation, les supports comme ce MOOC et voilà, les plateformes qui les abritent. Ce MOOC d'ailleurs est présent, hein, sur la première page de Parcoursup pour aider au choix, comme beaucoup de MOOC d'orientation, pour aider au choix entre les différentes formations présentes. Et ainsi que les réseaux sociaux pour éventuellement compléter ces autres éléments d'information. Voilà, donc ensuite, ensuite, je voudrais aussi faire un petit rappel sur les études et le schéma des études à proprement parler et qui vous aideront à aller vers les métiers de la recherche. Donc, sur ce schéma, donc il y a quelques éléments clés qu'il faut essayer de découvrir. Le premier, c'est d'abord le passage par Parcoursup. Et lorsque l'on fait des recherches sur les filières possibles concernant l'accès direct à des métiers et à des filières recherche, en fait, on trouve très peu de solutions. En tapant simplement le mot-clé recherche affecté à des formations comme les licences ou les licences sélectives. En fait, c'est parce qu'il y en a tout simplement très, très peu. Donc, c'est l'ensemble des formations, et on va le voir d'ailleurs, dans tous les témoignages que je vais vous présenter, c'est l'ensemble des formations qui peuvent aussi mener au métier de la recherche et à l'exercice de ceci à différents niveaux. Alors, je préciserai quand même des éléments importants, hein, sur ce schéma. On voit en fait une classification entre trois types d'établissements, les universités, les lycées et les écoles, et donc des niveaux d'études auxquels vous pouvez prétendre, qui sont les niveaux d'études donc de Bac+2, Bac+3, ainsi que Bac+5. Ça fera l'objet de la première partie de la présentation du webinaire, puis ensuite les études post-master, que l'on appelle post-master ou post-école d'ingénieur, qui concerne le doctorat, et cela fera partie ce sera la seconde partie de ma présentation. Donc, sur ce schéma aussi, un petit rappel, hein, sur les filières vraiment dominantes professionnelles, que sont les BTS et licences professionnelles, ainsi que les DUST, DUT et Bachelor, qui sont des filières avec un objectif vraiment d'insertion professionnelle directe à la suite de la validation de ces filières. Et puis, donc, les filières, je dirais, plus générales et de poursuite d'études, que sont les licences, donc en 3 ans, ainsi que voilà, les classes préparatoires pour intégrer des écoles post-classe prépa, voire aussi des cycles préparatoires intégrés directement dans les écoles, ce qui se fait de plus en plus. Voilà, donc maintenant, allons directement au cœur du MOOC Tête chercheuse. Donc, c'est un MOOC qui s'appuie sur les témoignages des professionnels qui exercent dans différents secteurs de la recherche, dans différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va commencer par ce qu'on appelle l'appui à la recherche, donc tous ces techniciens et ingénieurs
qui permettent à la recherche de se réaliser dans les laboratoires, mais aussi dans les entreprises, parce que bien sûr, le MOOC ne concerne pas que la recherche, je dirais, académique ou publique dans les laboratoires et les organismes de recherche, mais aussi la recherche qui est menée dans les centres de recherche et développement des entreprises. Alors, pour commencer, donc sur la partie technicien et ingénieur, j'ai choisi de sélectionner deux intervenants qui présentent donc leur métier et les formations qu'ils ont réalisées pour accéder à ces métiers. Donc, c'est Martin et Robin. Alors, Martin Fossard, il est actuellement technicien santé à l'INSERM, qui est un centre de recherche orienté santé. Et il nous explique qu'en fait, dans son parcours, il a commencé par une licence à l'université, pour lequel il a ensuite renoncé pour poursuivre en réorientation dans un DUST, donc un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, qui est un bac+2 proposé par les universités dans la spécialité santé-environnement. Puis, c'est là qu'il a découvert donc un cadre de formation qui lui plaisait bien mieux, je dirais, que la licence, donc un cadre professionnel et donc une activité qu'il a pu ensuite réaliser dans un laboratoire de stage, dans un laboratoire de recherche, dans le cadre d'un stage obligatoire pour ce type de formation. Donc là, on est dans un exemple type d'étudiant qui, en passant par une filière professionnelle dédiée et une expérience professionnelle en stage, réussit en laboratoire, va ensuite poursuivre son cursus de formation par une licence professionnelle et d'ailleurs ensuite par un accès au master, et précise aussi les caractéristiques de son métier. Donc, c'est un métier de technicien où les compétences en matière de précision, de rigueur, de curiosité sont vraiment essentielles, et aussi avec une certaine polyvalence. Voilà, le travail en équipe, le travail en cohésion avec le reste des équipes d'ingénieurs et de chercheurs est quotidien. Et cela donne particulièrement un sens à ces missions personnelles. Voilà. Ensuite, comme autre témoignage que je vous invite à rejoindre sur le MOOC, c'est le témoignage de Robin, qui lui est passé par donc également un bac+2, mais qui lui est réalisé dans les instituts universitaires de technologie, un DUT, la mesure physique, après un bac général. Alors, ce DUT actuellement est une validation, je dirais, d'un diplôme maintenant qui vient d'arriver, qui est le bachelor universitaire de technologie, qui lui est en 3 ans. Et Robin, sa caractéristique principale que je souhaiterais relever ici dans la présentation de ce webinaire, c'est qu'il est passé via la voie de l'alternance pour réaliser donc son DUT dans le cadre d'un équipement de recherche autour de Paris, donc le synchrotron Soleil. Et donc, ce qui est important, c'est d'indiquer que l'alternance est également proposée dans les établissements de recherche pour réaliser les formations et ainsi permettre une intégration professionnelle la plus réussie possible et une poursuite d'études. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument aussi valoriser dans des candidatures d'alternance lorsque les diplômes le permettent, et tous les diplômes professionnels permettent donc d'accéder. Alors là, c'était un contrat d'apprentissage, d'accéder donc à la réalisation de ces formations. Alors là, on est dans l'appui à la recherche. Donc, ces activités principales, c'est la programmation d'équipements sur des projets nouveaux. Donc, beaucoup d'informatique en plus de sa qualification autour du DUT mesure physique.
Et les qualités qu'il revendique, lui, et qu'il estime nécessaires à la réalisation donc, de ses missions d'appui à la recherche, c'est d'abord la confiance en soi, la résilience aussi, parce que ça ne marche pas toujours comme on le souhaite, hein, la rigueur et la précision, ainsi que considère que on l'a laissé énormément acquérir de l'autonomie dans la réalisation de ses activités. Et pour compléter et terminer, mais bon, là, simplement en la citant, il y a actuellement une technicienne de recherche, Angélique, qui, elle, est passée par un BTS. Actuellement, ce serait le BTS métier de la mesure, et qui a poursuivi en licence professionnelle, là par la voie traditionnelle, et a pu accéder ensuite par candidature directe, hein, par contrat de travail, directement à entrer au niveau du synchrotron Soleil. Donc, en résumé, donc on est sur des diplômes de BTS, de DUST et DUT, Bac+2, bachelor et licence professionnelle, Bac+3, par ces professionnels de la recherche. Là, on est sur un cadre scientifique et de santé, mais en fait, on en trouve également sur les autres domaines de formation. La réalisation de contrats d'alternance, de contrats d'apprentissage et des modalités de formation par alternance sont de plus en plus répandues dans les laboratoires publics et bien sûr dans les entreprises privées. C'est à favoriser, bien évidemment. Et puis les poursuites d'études, qui sont aussi celles qui sont suivies par ces professionnels, ce sont les poursuites d'études éventuellement en master ou en école d'ingénieurs pour ceux qui veulent aller plus loin dans la réalisation de l'appui à la recherche. Et c'est ce que l'on va donc découvrir avec donc des formations niveau Bac+5, donc master ou diplôme d'ingénieur. Voilà, sans opposition, je dirais qu'avant tout, on est sur un niveau de formation qui contient énormément de passerelles dans les deux sens. Donc, on le verra d'ailleurs avec des témoignages qui seront présentés précisément. Donc, universités qui proposent des masters et les écoles qui proposent des titres d'ingénieurs, bien évidemment, sont tout à fait des diplômes qui on peut démarrer par l'un et finir par l'autre dans les deux, je dirais dans les deux sens. Il y a simplement les procédures qui sont un peu différentes. Alors, le témoignage que j'ai choisi de sélectionner pour présenter un appui à la recherche, mais d'un niveau supérieur, Bac+5, c'est le témoignage de Gemma Bogart, qui est ingénieure d'études, donc spécialisée en immunologie. Alors, le parcours de Gemma, il est plus traditionnel, hein, donc un bac scientifique, un cursus complet à l'université, mais avec une mobilité géographique importante, parce que justement, l'idée, c'est d'aller vers la formation qui vous semble vraiment la plus appropriée. Ça, c'est un élément qui revient souvent dans les témoignages du MOOC. Ne pas hésiter à aller vraiment vers des choix de formation vers lesquels on se sent particulièrement destiné, avec une spécialité donc en vaccinologie et donc la réalisation elle travaille actuellement à l'Institut Pasteur. Voilà, donc la découverte des activités de recherche, elle les a connues à l'occasion d'un projet de Master 1 et d'un stage de Master 2. En fait, le Master étant une formation professionnelle, il y a des situations d'expérience, de stage obligatoire et de projets à réaliser en situation, je dirais, professionnelle, qui lui ont permis de réaliser donc ces deux expériences en laboratoire de recherche. Et c'est là qu'elle a découvert un environnement qu'elle connaissait peu et qui lui a particulièrement plu. C'est souvent quand même par ce biais des expériences, des situations d'expérience en laboratoire que l'environnement complet de la recherche avec les équipes et la façon de travailler est découverte par les étudiants
et pour certains, c'est vraiment un cadre de réalisation professionnelle voilà, qui les intéresse particulièrement. Alors là, on est dans des activités scientifiques de réalisation de protocoles, de mise en place de protocoles, mais aussi déjà de la gestion, de l'encadrement et du recrutement d'équipes, avec aussi bien de l'interaction avec les autres métiers de la recherche. Donc à nouveau une précision, c'est que la recherche se fait vraiment ensemble et sa réalisation est collaborative. Voilà, donc son projet à GEMA, c'est une poursuite en doctorat avec donc une intégration dans une école doctorale et une poursuite en doctorat en complément de son master. Voilà, ça fait aussi la transition avec la deuxième partie que je souhaitais vous présenter. Mais voilà, donc je suis un petit peu en décalage, pardon. Voilà, donc juste en résumé, avant de passer à la première phase de questions. Donc, on est vraiment sur de l'insertion professionnelle directe via des recrutements contractuels public-privé, des concours aussi, ingénieur d'études, il y a des concours organisés par le public et des situations de réalisation de la formation via l'alternance avec le plus souvent des contrats d'apprentissage, que ce soit en cycle ingénieur ou en master. On est bien dans une fonction d'appui à la recherche en tant qu'ingénieur cadre. Voilà, et la poursuite d'études, c'est bien sûr la réalisation du doctorat. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette première phase de présentation assez rapide de ces métiers vraiment essentiels à la réussite des missions de recherche portées tant dans le public que dans le secteur privé. Voilà, donc s'il y a des questions portant sur cette première partie de métier de formation, voilà, je vous écoute. Alors, on a une question qui est très générique. Oui. Il y a Stéphane qui dit: «Bonjour, mon fils désire devenir un chercheur en oncologie. Quelle filière de formation doit-il choisir au départ? Médecin et spécialisation vers l'oncologie ou plutôt ingénierie biomédicale ou autre chose?» Oh, là, on est sur la formation santé classique hein, par rapport à la médecine. Ça, c'est une première voie. Alors, ensuite, il peut y avoir hein, il peut y avoir des spécialités en biologie santé qui peuvent tout à fait correspondre et des poursuites ensuite en doctorat pour pour faire partie de ces équipes un peu pluridisciplinaires du secteur santé qui vont travailler vraiment sur des thématiques très pointues comme celle-là. Je conseillerais quand même au moins de voir un accès via la filière médecine classique et ensuite, je dirais, une évolution vers la recherche en médecine qui se fera au cours de son cycle de santé. Peut-être, Eric, faut-il préciser que, à l'université ou même, enfin, à partir du moment où on fait de la recherche, on est intégré dans des laboratoires et qu'il y a un travail collectif. Oui, oui, énormément de travail collectif pour justement permettre aussi à différents spécialistes de pouvoir coopérer sur des dimensions dont c'est leur spécialité. Et même parfois des collaborations interdisciplinaires. Oui, tout à fait. Voilà, actuellement, je travaille avec donc un parcours spécialisé recherche et je rencontre beaucoup d'enseignants-chercheurs qui, de plus en plus, travaillent, alors que ce n'est pas leur formation d'origine, travaillent avec d'autres équipes et intègrent aussi à leur évolution professionnelle ce genre d'évolution. On peut souvent, par exemple, entre la science et puis la santé, entre la physique, par exemple, et la santé, de plus en plus, on voit des développements je dirais, de multi-compétences entre spécialistes de la recherche, quoi. Alors il faut peut-être préciser une autre chose, c'est que tout à l'heure vous avez évoqué, des témoignages, mais dans le MOOC, les témoignages, c'est des vidéos.
Oui, c'est ça. Alors, ce sont des vidéos. Vous avez aussi les versions texte qui sont présentes. Et puis, dans le MOOC, pour pas simplement avoir, je dirais, une attitude d'écoute et de ces vidéos, on propose tout un ensemble de petits exercices pour justement aller mieux comprendre et aller chercher les points clés, les mots-clés essentiels de chaque témoignage et interagir un peu avec la vidéo pour pouvoir ainsi mieux comprendre le témoignage de chacun des professionnels que nous avons rencontrés. Bon, on n'a pas d'autres questions. D'accord, Je propose qu'on avance, il nous reste, un peu plus de 45 minutes. euh, d'accord. Pas de 45 minutes, je dis des Une bêtises. vingtaine de minutes, oui, c'est ça. 15 minutes. Donc là, on en arrive en fait à la version, je dirais, le deuxième niveau du webinaire avec la formation doctorale et les métiers qui sont associés donc à la validation de cette formation dans la recherche. Donc on est toujours sur le même mode de fonctionnement. On est allé rencontrer les enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche qui évoluent donc dans les différents domaines de formation, différents domaines de la science ou des sciences en général. Et voilà, je voulais commencer par des témoignages de, de professionnels qui terminent en fait leur cycle de doctorat ou qui sont juste à la suite de leur cycle de doctorat. Donc, c'est Rémi et puis Rémi Cardon et Maxime Allot. Donc, bah, le doctorat, je vais rappeler quand même les principales caractéristiques, hein. Donc là, on est sur du post Bac plus 5 avec un accès après le master ou un cycle d'ingénieur. La durée évoquée du doctorat de recherche, hein, c'est 3 ans. Alors, on l'évoque parce que, bah, vous verrez, il y a des financements qui sont, eux, d'une durée de 3 ans pour réaliser les doctorats. Donc, les témoignages des professionnels qui sont présents dans le MOOC, les vidéos de présentation, parlent toujours de cette durée de 3 ans pour établir, en fait, pour valider le doctorat et ainsi permettre ensuite à celui qui le valide d'aller vers les métiers de chercheur et d'enseignant-chercheur. Alors, on va commencer avec Rémi. Alors, Rémi, ce qui est intéressant dans la présentation des formations qu'il a suivies et puis le métier vers lequel il veut se rendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans un parcours linéaire. Hein, Rémi, à l'origine, il veut être enseignant en anglais et finalement, il ne réussit pas le concours. Et il s'intéresse à un domaine qui n'était pas du tout présent au niveau du lycée, qui est les sciences du langage. Il a une activité professionnelle qu'il exerce pendant plusieurs années, et ensuite il reprend donc des études de master, donc spécialisé cette fois dans ce qui l'intéresse le plus, donc les sciences du langage, et obtient donc un financement de thèse pour travailler dans la recherche de ce domaine. Donc, il obtient une thèse financée sur 3 ans, ce qui est quelque chose de pas si courant que ça, c'est ce qui nous explique, hein, dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et voilà, ce qu'il présente vraiment, c'est le cadre de la réalisation de la thèse, c'est-à-dire de ce que l'on a à réaliser comme aboutissement à la fin du doctorat. Donc l'écriture et la soutenance de cette thèse. Donc finalement, quand on est doctorant, on est étudiant, mais on est aussi dans le cadre d'un accompagnement personnalisé par un directeur, un ou plusieurs directeurs de thèse ou directrices
de thèse qui vont accompagner donc la réalisation de cette thèse, des réponses à aborder à cette question de thèse pendant les 3 ans. Mais il nous explique qu'il ait une grande autonomie dans la réalisation de ces 3 ans. Donc, on n'est pas sur un modèle d'études qui ressemble aux études que l'on peut connaître avant le doctorat. Énormément d'autonomie. Et ensuite, maintenant, c'est son cas actuellement, il est aussi sur une poursuite d'études, c'est-à-dire une poursuite de réalisation professionnelle qui est un post-doc. Alors, le post-doc, c'est la réalisation après le doctorat, la réalisation d'une mission de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il la réalise actuellement à l'étranger. Et ça, c'est un élément que je n'ai pas encore introduit, mais qui est vraiment essentiel pour la recherche. C'est avoir une appétence pour exercer professionnellement à l'étranger. C'est extrêmement important puisqu'on va découvrir que énormément de ces professionnels ont passé un temps plus ou moins important à l'étranger pour travailler avec des équipes dans le cadre d'équipes internationales ou dans le cadre de laboratoires internationaux afin d'exercer leur activité de recherche. Alors, ce n'est pas encore le cas du second intervenant, hein, Maxime, qui est lui chercheur, mais qui est en postdoc au CNRS. Alors, donc, il a validé son doctorat et il poursuit sa mission de recherche, mais il la poursuit en fait dans le même laboratoire dans lequel il a passé son doctorat. Alors, ce qui est important pour Maxime, en termes de cursus de formation, c'est qu'on est en présence de quelqu'un qui est passé par une école d'ingénieur. Alors, pas par une classe préparatoire, puisqu'en fait, on était dans un cycle de préparation intégré à l'école. Il a fait son cycle, il a commencé le cycle ingénieur. Et au milieu du cycle ingénieur, en fait, il s'est rendu compte que il voulait plus se spécialiser sur des points abordés dans certains masters. Et c'est pour ça que là, il a basculé donc à l'université pour valider son master et ensuite intégrer l'école doctorale pour réaliser une thèse. Donc, pour lui, les éléments essentiels hein, pour son choix de changement de parcours, c'est la découverte de nouvelles spécialités qu'il ne trouvait pas dans le cadre d'une école d'ingénieur assez généraliste. Et aussi, une des caractéristiques, parce que ça peut être un des éléments moteurs, je dirais, d'aller vers les métiers de la recherche, c'est qu'il a vraiment un projet de création d'une start-up et il est en projet de dépôt de brevets et donc de valorisation de ses travaux de recherche dans le cadre de la création d'une entreprise et donc d'une activité d'entrepreneuriat grâce aussi à ce que l'on appelle la valorisation de la recherche et qui est un ensemble de structures qui accompagnent les chercheurs qui souhaitent ensuite développer leur propre activité et non l'exercer dans un organisme de formation. Voilà, donc en termes d'éléments clés pour ces deux professionnels, donc l'ouverture à l'international, vraiment essentielle comme caractéristique, et éventuellement aussi la réalisation d'entrepreneuriat, d'une mission d'entrepreneuriat pour créer, je dirais, sa propre structure et ainsi pouvoir appliquer les éléments de recherche sur lesquels on travaille. Alors pour terminer au niveau des témoignages vidéo, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais je voulais aussi donc multiplier la pluralité de parcours. Alors là, on est avec Muriel Pichavant. Les éléments clés de son parcours, c'est que finalement, là aussi, on est dans un parcours qui démarre
ne démarre pas comme elle souhaiterait. Elle veut devenir médecin, mais elle échoue donc au concours tout en validant en fait sa première année et de médecine et passe donc vers la biologie et poursuit donc en licence et valide son master donc dans le cadre du domaine de la biologie. En stage d'études de master, elle découvre, elle applique son stage professionnel dans un laboratoire et donc ça lui plaît particulièrement et elle intègre donc une école doctorale. Là, c'était via un concours en biologie. C'est assez souvent le cas hein, des concours pour entrer à l'école doctorale. Il y a plusieurs situations dans ce cas-là. Elle obtient un financement de thèse et ensuite, elle décide de faire son postdoc à l'étranger. Son postdoc, elle le complète par également une activité à temps plein en laboratoire aux États-Unis. Donc, ça dure 4 ans, mais elle souhaite ensuite revenir et être titularisée donc, dans un organisme de recherche spécialisé dans la thématique sur laquelle elle travaille. Et donc, désormais, elle exerce aussi à l'INSERM. Les points clés pour elle, pour réussir dans le métier de chercheur, c'est à la fois la passion et la persévérance. Et d'ailleurs, en l'écoutant, vous verrez, c'est quelqu'un vraiment de passionné et qui saura vraiment vous présenter les caractéristiques les plus intéressantes de son métier. Et pour terminer, donc, en allant un peu du côté de la recherche et développement en secteur privé, donc il s'agit de rencontrer donc Colombero, qui, elle, a fait, disons, un parcours beaucoup plus linéaire, licence master à l'université, puis doctorat, mais en fait, dans le cadre de son stage de master, elle réalise ce stage à l'étranger dans un service de recherche et développement. Donc, et c'est là où elle découvre en fait les activités de recherche et développement et sur lesquelles elle continue actuellement à exercer donc, et même à diriger le service de recherche et développement. Elle a d'ailleurs poursuivi son parcours à l'étranger pour diriger le laboratoire donc, d'une très grande entreprise d'informatique. Donc, elle manage à la fois des ingénieurs, des venant de filières universitaires et d'écoles, mais aussi des doctorants qu'elle recrute pour des questions plus particulièrement spécialisées et en lien avec les thématiques de recherche du laboratoire. Alors, pour elle, les mots-clés, hein, c'est l'envie, la curiosité, l'envie d'apprendre, et puis voilà, surtout, elle est au cœur d'équipes d'équipes de professionnels qui travaillent tous dans le domaine de la recherche, mais qui ont des parcours différents. Mais en ce qui concerne la collaboration au niveau de la recherche et développement, en fait, il y a un langage commun qui se crée. Donc là, on est hein, dans ce que l'on appelle la recherche appliquée directement avec la réalisation de produits et services à la clé. Donc là, on est plutôt sur des services puisque, en fait, on est dans le domaine de l'informatique. Il nous reste 10 petites minutes. 10 minutes. Alors, juste donc, en 30 secondes, je synthétise la réalisation la présentation de ces 4 professionnels. Donc là, on est aussi sur du recrutement donc de doctorants publics ou privés. Alors, c'est toujours dans le secteur public qu'on va trouver bien sûr les concours pour la titularisation, mais aussi des parcours qui mènent vers la création d'entreprises. Un élément clé, c'est la mobilité géographique et l'attirance vers les carrières à l'international, quasiment toujours présent, quel que soit le témoignage des professionnels. La poursuite d'études après le doctorat, donc, passe généralement, si on veut poursuivre dans le secteur public notamment, par un ou plusieurs post-doc. Voilà, juste une petite citation pour voir un peu que les chercheurs sont quand même des bâtisseurs
et ils bâtissent à partir justement de leur collaboration et des savoirs qu'ils peuvent acquérir tout au long de leur cursus de formation. Voilà. Donc, je renvoie aussi pour des questions qui seraient vraiment extrêmement précises vers le MOOC Tête chercheuse et le forum de discussion que l'on a avec les inscrits. Alors, on va prendre quelques questions. Oui. Je vais en profiter pour dire à mes collègues d'indiquer la procédure complète pour s'inscrire au MOOC, à la mettre dans le chat. Je vous propose, vous qui nous écoutez, de la copier. Comme ça, vous aurez étape par étape le trajet pour entrer dans le MOOC, découvrir encore beaucoup plus de vidéos et pouvoir poser vos questions personnalisées dans le forum. Alors, on a Yevgenia qui dit « Bonjour, savez-vous quel type de formation il vaut mieux choisir pour avoir accès à un master d'océanographie et ensuite partir sur de la poursuite d'études en recherche ?» Alors là, on est sur le domaine des sciences de la vie et de la terre, hein, au niveau, de toute façon, au niveau, par rapport à cette filière-là spécialisée, c'est vraiment sur du parcours de Master 2 qu'on va trouver cette spécialité. Donc, souvent, donc, les masters de sciences et vie de la terre et avec une spécialité océanographie. Proposés par quelques établissements. Là, je précise qu'il y a une excellente, je dirais, base de données maintenant des masters existants au niveau français, enfin, au niveau de l'ensemble des universités. C'est la plateforme Trouver mon master. Donc, Trouver mon master va référencer l'ensemble des formations Bac+5 de type master proposées par tous les établissements, que ce soit les universités ou les écoles. Donc, à partir de la recherche de mots-clés précis, donc, ce sont des mots-clés contenus dans les mentions ou dans les parcours de spécialité du master. Elle trouvera donc vraiment les masters proposant cette spécialité. On a Claire qui dit « Bonjour, pour une excellente élève en terminale, spécialité PCSVT qui veut faire de la recherche sur la sauvegarde de la biodiversité ou autre sujet en relation avec l'aspect biologique de l'urgence climatique et écologique, conseilleriez-vous plutôt un passage par la fac, ce qu'elle souhaite faire, ou par une prépa BCPST, ce que lui conseillent ses profs ?» Oui, alors ça, c'est toujours une question d'interprétation. Je conseillerais éventuellement d'abord d'aller vers ce que l'on souhaite le plus quand on est lycéen ou lycéenne, le plus en termes de formation. C'est-à-dire que si on souhaite aller vers des cycles où c'est d'abord la préparation à des concours et un travail fort sur de la méthode et des connaissances, les classes préparatoires vont très bien. Si elle est dans une autre, dans une dimension, je dirais, de travail avec une autonomie déjà très forte, la licence et le master vont très bien lui convenir et elle saura tout à fait s'adapter à ce type de modèle de formation. Sachant qu'à un moment ou à un autre, le passage par l'université, puisque c'est quand même là que se font quand même principalement les formations de doctorat, devra se réaliser. Donc ça, c'est très variable. Tant qu'on n'a pas le lycéen ou la lycéenne devant soi et à en discuter, c'est très difficile de conseiller l'un ou l'autre. Mais Alors, Claire précise, en d'autres termes, un bon élève en terminale travailleur et autonome ne risque-t-il pas de perdre son niveau en passant par la fac, où il va se retrouver avec des étudiants beaucoup moins motivés et de capacités plus moyennes par rapport à la classe prépa? Désolée pour ce cliché sur la fac auquel je n'adhère pas, mais cet argument nous a souvent été présenté pour l'inciter à aller en prépa. Oui, alors dans ce cas-là, oui, c'est vrai que moi je comprends tout à fait, hein, c'est un discours que j'entends quasiment tous les jours. Donc, il peut exister donc ce qu'on appelle sur Parcoursup des licences sélectives, donc à voir, c'est proposé. Et vous avez aussi des cycles, maintenant il y a aussi des cycles préparatoires d'enseignement supérieur qui sont finalement des combinaisons entre
classe préparatoire et puis université, parce que finalement, on va devoir travailler de plus en plus ensemble. Et c'est vers ces filières peut-être sélectives à l'université qu'elle pourrait se destiner si elle souhaite aussi faire valoir la qualité de son dossier dans des filières où là également il y aura une sélection comme en classe préparatoire. Alors, moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose, parce que j'ai travaillé Ouais, longtemps à l'université. C'est que, contrairement à ce que, on pense et ce que, les enseignants nous disent quand on est en terminale, la sélection commence le premier jour où chaque étudiant pose son pied dans l'université. Simplement, c'est pas la même sélection que, dans les classes préparatoires. C'est pas du tout le même environnement. Il y a des gens qui sont câblés pour les classes prépa et d'autres, qui ne s'y plairont jamais. Mais en ce qui concerne la recherche, comme l'a dit Eric tout à l'heure, de toute manière, à un moment donné, ils vont aller à l'université pour faire le doctorat. ouais, exactement. Et puis, surtout, on peut aussi quand même ne pas oublier que aller en classe préparatoire, c'est quand même aller vers un objectif qui est celui de la validation d'un concours. Et les étudiants qui réussissent probablement le mieux en classe préparatoire sont ceux qui sont vraiment centrés sur cet objectif. Si l'objectif, il est un peu aussi au-delà en termes d'acquisition je dirais, de contenu par rapport à un domaine vers lequel on veut aller absolument, peut-être que la classe préparatoire ne s'y prête pas forcément. Ceci dit, il faut un plan A, un plan B et un plan C, hein. Faut pas, juste, mettre tous ses Surtout œufs sur dans un même Parcoursup, panier, hein. surtout sur Parcoursup, puisque voilà. Alors on n'a pas d'autres questions. D'accord. Il reste 2 minutes. Alors, Un mot de conclusion, Eric? oui, alors un mot de conclusion. Donc, je voudrais signaler que le MOOC propose donc un certain nombre d'activités de questionnement et il est construit avec une forme assez ludique également hein, en termes d'activités. Donc, je vous encourage vraiment à vous essayer à toutes ces activités, à toutes ces questions sur les différents témoignages. Il y a vraiment des éléments, des questions transversales qui sont pour lesquelles on a des réponses par rapport aux compétences attendues, par rapport aux qualités nécessaires, par rapport aux difficultés à la réalisation d'études supérieures, par rapport au temps, à la méthodologie. La pluralité des témoignages vraiment montre qu'il n'y a pas un parcours dédié pour arriver à un résultat mais qu'il y a pluralité de parcours pour y accéder. Et ça, c'est quand même un des enseignements que j'ai découvert aussi à l'occasion de ce MOOC, un des enseignements à, à finalement utiliser aussi toutes les passerelles que l'on a à sa disposition pour modifier aussi son parcours en fonction de l'évolution de ces centres d'intérêt. Et que la recherche vraiment a besoin d'un nombre de professionnels de plus en plus important. Pour le MOOC, pour le webinaire précédent, je voudrais juste dire une petite précision. Sur le parcours santé, on a mis comme ressource le, 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 le site d'emploi d'un des organismes de recherche, l'INSERM. Et il y a 15 jours, ils étaient finalement encore à une centaine de recrutements, d'appui à la recherche, techniciens et ingénieurs pour l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est montrer aussi il y a parfois un manque de visibilité des emplois dans la recherche, et notamment dans la recherche publique, mais pourtant, ils sont bien là et ils sont de plus en plus nombreux. Merci Eric. Merci à Merci toutes et à Sandrine. tous, d'être venus, sur ce webinaire qui était destiné à présenter le MOOC Tête chercheuse, les métiers de la recherche. On vous attend nombreux, sur ce MOOC et n'hésitez pas à poser des questions sur les forums, même des questions très personnalisées. On peut, continuer cette conversation sur ces forums. Je vous souhaite une bonne fin de journée et d'excellentes fêtes de Noël. Je vous rappelle Également. que
Je vous rappelle que le mail va partir à la fin de ce webinaire avec l'intégralité des ressources et qu'en début de semaine prochaine, on vous envoie un petit mail avec la rediffusion de ce webinaire ainsi que d'autres qui seront mis à votre disposition. Au revoir. Au revoir, merci.